Bien, alors, deuxième petite session, je reprends et pour reprendre, je commence à, disons, bon, recaser quelques no enfin recadrer plutôt, quelques notions avant de poursuivre. Alors la première chose, c'est la question de la poétique. C'est un mot dont vous avez déjà entendu parler au cours de vos études, très probablement, dans un sens littéraire. Il est très net ici que nous employons le mot d'une façon complètement différente. Je fais référence à ce qu'on appelait la poétique entre le XVIe et, disons, le XVIIIe ou XIXe siècle. Ça n'a rien à voir avec les théories littéraires de la poétique que vous avez déjà sans doute déjà un peu abordées lors de vos études et que vous aborderez par ailleurs dans d'autres cours en licence. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez pu remarquer que, effectivement, la plupart des réponses aux questions se trouvent dans le cours lui-même, hein. Donc, ça, c'est un peu le but, hein. Vous voyez, je ne tiens pas à vous faire faire des recherches extrêmement approfondies pour répondre aux questions et valider votre oral, votre participation, disons, mais je pense que il est bien d'arriver à écouter, disons, l'ensemble du cours pour essayer de comprendre. Alors, je pense que c'est peut-être pas facile pour vous, toutes ces notions, parce que vous n'avez jamais abordé l'histoire de l'art par ailleurs, à part quelques, enfin, comment dire, à de rares exceptions près, hein, j'imagine. Donc, je pense que vous pouvez, si vous avez des difficultés à suivre, ne pas hésiter à regarder de la peinture ancienne. Alors, on ne peut pas aller dans les musées, c'est bien dommage. Je vous ai dit que les musées vous appartenaient, hein, vous êtes citoyens et citoyennes de ce pays, donc c'est votre patrimoine, c'est à vous. C'est à vous les contenus des musées. C'est quelque chose qui se partage entre, tous les gens, qui vivent dans le pays à un instant T et c'est votre appartenance, hein, comme on dit, voilà. Donc ça, c'est important, mais malheureusement, bon, pour l'instant, c'est fermé, on ne peut pas y aller. Mais enfin, essayez de regarder de la peinture pour bien comprendre, ce fil de la couleur, que je vais choisir. Je pense que c'est assez simple à comprendre et c'est pour ça que j'ai choisi, cette, thématique de la couleur. Parce qu'en regardant des images et je vais vous demander forcément au cours des questions d'aborder un certain nombre d'images, vous allez, très, très facilement comprendre de quoi il retourne. Je vous ai mis sur la première vidéo une petite vignette qui représente un tableau de Delacroix. Est-ce que vous pouvez me dire quel est ce tableau? Alors, comment on cherche, ce truc-là? Eh bien, c'est simple, on va dans la fonction Google Images. Alors, ce n'est pas les images de Google, hein, c'est Google Images. Vous tapez Google Images et vous importez la petite image dans le logiciel et il va vous donner le titre du tableau, les différentes versions qui existent sur le net. Ça peut servir à retrouver une image dont vous avez gardé l'image, mettons, mais vous avez perdu la référence et ça peut vous servir à retrouver, n'importe quoi, ce système. Alors donc ce tableau pardon, excusez-moi. Donc ce tableau, vous allez essayer de me retrouver, son titre et ça peut vous faire réfléchir, ce titre, sur le type de peinture qu'on appelle la peinture d'histoire, la peinture liée, disons, à la Bible, à ce qu'on appelle la fable, c'est-à-dire à la fois la Bible et différentes histoires mythologiques, la mythologie aussi, par opposition à des données qui n'existent plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on se fiche complètement de représenter ça, ou alors on le représente d'une façon terriblement différente, hein. Disons que les catégories anciennes n'ont plus cours. Donc ça aussi, ça appartient à la peinture ancienne, telle qu'on va la décrire globalement, afin que vous ayez des repères après sur n'importe quel auteur ou autrice de peinture, n'importe quel peintre que vous rencontrerez. Les noms n'ont pas d'importance, hein. Les noms, c'est une habitude patriarcale de classer les gens par nom et de classer des mouvements en ismes. Bon, on ne va pas aborder comme ça. On va vraiment aborder d'une façon qui vous permette ensuite d'avoir une sorte de cadre mental, qui vous permette de voir des choses qu'on a perdu un peu l'habitude de voir avec, les traditions beaucoup plus contemporaines, de peinture. Voilà, donc ça, c'était l'introduction de l'introduction et la question: «Quel est ce tableau de Delacroix?» Donc c'est un peu pour vous entraîner à cette fonction Google Images, enfin Google Images, disons, qui n'est pas les images de Google et où vous trouverez donc très facilement le titre de ce tableau. C'est la troisième question.
Donc, je vous ai dit la dernière fois que Delacroix était à la charnière des deux mondes, le monde du colorisme, héritage des peintres du passé, et le monde du chromatisme, qui est le monde des mélanges refusés, enfin des couleurs. Alors, on ne va pas dire pure, il n'y a aucune couleur qui est pure, enfin bon, c'est idiot, mais disons le travail sur les contrastes et une nouvelle façon d'appliquer la peinture sur la toile globalement. Donc, je vous ai parlé de Chevreul, qui va établir les premières nomenclatures de la couleur. Et je vous ai dit que Delacroix était à cheval sur les deux époques, ce qui va nous être bien utile. Alors, je commence aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui traite de la tradition du colorisme ancien et notamment de la notion de demi-teinte. Il faut voir qu'il y a un débat d'idées, une opposition permanente dans l'histoire de l'art européenne entre 16e et 19e siècle, au temps de la poétique. Écrivez ça avec une majuscule, hein, la poétique, qui concerne à la fois, vous avez compris, hein, la peinture et la poésie. La peinture fait partie de la poétique et vous allez voir, on va en parler, qu'il y a un but poétique à la peinture et que la phrase de Léonard de Vinci, la peinture est chose mentale, est quelque chose de mental, de spirituel, comme on peut dire, pas spirituel au sens religieux, hein, bien sûr, mais la peinture fait partie des valeurs du logos, des valeurs de la réflexion, de la poésie, de l'agencement des mots, même si c'est un agencement de couleurs. Donc, vous voyez comment tout ça va entrer dans la problématique en question. Alors, il faut voir qu'il y a un deuxième élément qui est la lutte éternelle qui va être renouvelée à chaque siècle, donc le 16e, le 17e et le 18e, entre ce qu'ils appellent les coloristes et ce qu'ils appellent les dessinateurs. C'est extrêmement important, ça aussi, et c'est pour ça que c'est pour vous parler aussi de cette problématique que j'ai choisi de traiter de la couleur. Alors, c'est quoi cette histoire de coloriste et de dessinateur? Pour nous, c'est complètement surréaliste, hein, j'en ai conscience. Il faut là aborder des questions tellement étranges du temps jadis. Vous dites, mais c'est pas possible, c'était il n'y a pas si longtemps. Enfin, le 16e siècle, le 18e siècle, c'est pas il y a des millénaires, c'était pas au temps du Paléolithique. Et pourtant, on pensait le monde de la peinture et de la poésie de façon tellement différente qu'effectivement, ça mérite réflexion. Alors, coloriste contre dessinateur, ça commence au XVIe siècle, à la Renaissance, disons, oui, voilà, ça commence avec Titien contre Raphaël. Alors, Titien est un dessinateur, pardon, la bêtise totale, Titien n'est pas du tout un dessinateur, Titien est un coloriste et Raphaël est un dessinateur. Donc, question suivante sur Titien. Trouvez-moi un tableau dans lequel figure un petit épagnol continental phalène. Alors vous dites, oh, c'est affreusement compliqué, mais pas du tout. Trouvez-moi un tableau où Titien a représenté un petit chien, un tout petit chien à oreilles tombantes, et vous verrez comme ça à quel point le travail du coloriste est donc tout dans la nuance, tout dans la vibration des couleurs, par opposition à Raphaël qui est dans le tracé et où les couleurs sont moins importantes. Alors là, on va entrer dans un délire absolu qui est que la couleur est dévalorisée par rapport au dessin, la couleur étant considérée comme féminine et le dessin masculin. Où le sexisme va se nicher, ça a été l'idée dominante jusqu'à la grammaire des arts du dessin publiée par un certain Charles Blanc au XIXe siècle, qui continue à employer cette terminologie délirante et qui pourtant avait cours à l'époque. Donc, je reviens à ma question. Trouver un tableau de Titien, et vous me l'enverrez, dans lequel figure un petit chien. La question est facile parce qu'il y a plein de tableaux de Titien dans lequel figure un petit chien. Voilà. Alors ça, c'est le XVIe siècle, hein. Donc Titien, le coloriste, contre Raphaël, le dessinateur. Au XVIIe siècle, c'est Rubens, le coloriste, contre Poussin, le dessinateur. Et au XIXe siècle, c'est Delacroix, le coloriste, contre Ingres, le dessinateur. Donc vous avez déjà là, disons, 6 noms de peintres mâles blancs qui constituent un peu une armature, hein, de l'histoire de l'art traditionnel.
l'histoire de l'art canonique, hein, comme on dit, c'est-à-dire l'histoire de l'art mâle, blanche, morte, hein. C'est, disons, une façon de considérer l'histoire de l'art qui est très fréquente. Vous trouverez des tas de bouquins hein, sur le sujet. Histoire de l'art, vous rajoutez mâle, blanche et c'est plus clair. Donc, histoire de l'art, alors les grands hommes, les grands peintres, les génies, gna gna gna. Donc, Titien contre Raphaël, Rubens contre Poussin, Delacroix contre Ingres, des combats qui se suivent et qui se ressemblent, et le clivage entre coloriste et dessinateur, qui est donc l'épine dorsale de l'histoire de la peinture en Europe, à partir de ce qu'on a appelé les temps modernes, hein, c'est-à-dire en fait les temps pas du tout modernes, puisqu'il s'agit du XVIe siècle, en gros, un peu parfois avant, hein, parfois la Renaissance commence un peu plus tôt, mais bon, il y a vraiment, alors vous voyez comment déjà on est dans l'idéologie. Il y a une survalorisation de la Renaissance. La Renaissance est une période abominable. C'est une période où il y a eu un génocide de femmes sous le nom de sorcières, alors des centaines de milliers, peut-être des millions. Il n'y a jamais eu d'études précises, hein, comme le remarque Silvia Federici dans son livre Caliban et la sorcière. Il n'y a jamais eu de vraie étude pour savoir combien de femmes avaient été assassinées au nom de la lutte contre les femmes de l'époque. Donc, vous voyez, le XVIe siècle, c'est pas une période si riante, hein. On dit, ah oui, les grandes découvertes, c'est extraordinaire, mais à côté de ça, des famines, une souffrance extrême de la paysannerie, un très grand orgueil des nobles qui ne paient pas d'impôts, là je parle surtout pour l'Europe, le début d'un capitalisme forcené, bon, qui existait déjà avant, mais qui se généralise avec l'importation, plutôt l'exportation, ça dépend, importation, exportation, ça dépend d'où on part, hein, mais disons l'exportation de la laine qui se garde bien dans les bateaux et du coup qui ne s'altère pas. Donc il y a un début de, comment dire, de vente internationale, de mondialisation du commerce de la laine qui traverse tous les océans du monde, et cette laine vient des moutons anglais. Et déjà au XVIe siècle, il y a un Anglais qui s'émeut devant la disparition des surfaces d'agriculture au profit de l'élevage extensif du mouton, qui a complètement rasé les Highlands et donné, par exemple, ce paysage d'Écosse, hein, complètement artificiel. Donc, vous voyez, le XVIe siècle, c'est pas si rose, hein. On trucide les femmes, on détruit la paysannerie, on détruit les espaces par lesquels les gens vivent pour valoriser un capitalisme violent, où on pique en quelque sorte les terres nourricières aux gens pour les transformer en terres à moutons, c'est-à-dire à laine, et c'est-à-dire à exportation. Et c'est une époque où quand une chose vaut un maravédis quelque part, vous lui faites faire le tour du monde et ça vaut 2 maravédis après avoir fait le tour du monde. Enfin, il y a déjà cette espèce de course à la globalisation, bon, encore très esquissée hein, par rapport à aujourd'hui, mais disons que ce schéma est en marche. Donc on ne peut pas dire que la Renaissance, ce soit une période si extraordinaire. Et pourtant, elle constitue une grande charnière, c'est ce qu'on appelle les temps modernes, parce qu'elle est extrêmement valorisée grâce à un bouquin hein, d'un certain Burckhardt en allemand, qui a extraordinairement valorisé, fait la pub de cette époque en dissimulant complètement tous ces aspects abominables. Alors, du coup, je reviens sur ma thématique principale, qui est le colorisme. Donc là, vous avez bien compris, d'un côté, des dessinateurs très valorisés à toutes les époques, que ce soit Raphaël, Poussin ou Ingres, donc 16e, 17e, 19e, pardon, oui, c'est ça, 16e, 17e, 19e siècle. Je ne vous ai pas parlé du 18e, parce qu'effectivement, il s'agit d'un certain Bachelet que vous ne connaissez pas forcément. Enfin, on reviendra sur la question du dessinateur et du coloriste au XVIIIe siècle, ça existe absolument aussi, mais disons, c'est des noms peut-être moins connus que tous ces phares disons, patriarcaux, alors Titien, Raphaël, Rubens, Poussin, Delacroix, Ingres. Alors ça fait vraiment des repères, et ces repères, vous êtes invités à les faire au détriment d'une histoire de l'art qui serait à la fois plus féministe, moins sexiste, moins raciste, plus englobante, comment dire, moins frappée d'intersectionnalité violente, enfin toutes sortes de possibilités. Alors c'est
2 choses à dire, là-dessus. La première, c'est que la question des grands hommes et des grands génies, ne tient pas debout. Il s'agissait de patrons d'agences, en fait, ou de peintres, bon, comment dire? Élevés au pinacle, par, des systèmes idéologiques, les valorisant. C'est-à-dire, il n'y a pas d'absolu, hein. Il n'y a pas, machin ou truc n'est pas un grand peintre. Machin ou truc est le fruit d'une évolution sociale qui a fait d'une valorisation sociale, de bagarres personnelles du bonhomme en question contre ses confrères aussi, hein, faut bien voir. Bon, toujours est-il que tout ça, c'est pas un absolu et on essaie de vous faire croire que c'est un absolu, une sorte de légende dorée. Alors on vous vend des bouquins intitulés, comme ça justement, Titien, Raphaël, Rubens, Poussin, Delacroix, Ingres. Vous allez dans n'importe quelle librairie d'art, vous voyez ces gros bouquins, qui sont bien rangés, avec un nom de mec, et c'est tout l'esprit de l'histoire de l'art, d'être comme ça. Moi, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est pas ça. Il faut voir des grands mouvements de fond, il faut voir des lames de fond. C'est plus intéressant, de comprendre les lames de fond, d'aborder les choses par la couleur, qui est un domaine relativement neutre. Là, je vous parle du débat coloriste-dessinateur parce que ça rejoint la question de la couleur, hein, bien évidemment. Mais disons, d'aborder ça en travers, je ne sais pas comment dire, d'une façon transhistorique, parce que après, comme ça, vous allez au moins relativiser ces fameux grands noms et réfléchir à la façon dont se constitue finalement un canon, une histoire de l'art canonique basée sur des principes patriarcaux, à savoir supériorité des hommes sur les femmes, supériorité des blancs sur les noirs ou les personnes racisées, et mépris total des manifestations artistiques considérées comme marginales, comme l'art des Inuits, l'art africain, l'art australien, etc., etc. Donc vous allez avoir une vision critique, hein, de cette histoire de l'art et de la façon dont elle est constituée. Évidemment, c'est peut-être le moment d'introduire un peu de bibliographie. Alors, les Guerrilla Girls, c'est très intéressant. Donc là, c'est ma question suivante. Guerrilla Girls. Alors là, je vais vraiment vous demander d'aller sur internet et de regarder les Guerrilla Girls. Ça va beaucoup vous intéresser et j'aimerais que vous me résumiez, une fois que vous aurez vu ça, me résumer en toujours pareil, 3 à 5 lignes, ce que, selon vous, ça met en évidence, par rapport à la question générale de l'histoire de l'art telle qu'on l'aborde, c'est-à-dire le côté sens critique, quoi. On ne va pas faire de l'histoire de l'art au sens apprendre un contenu. Ça, c'est super facile. Vous prenez n'importe quel site internet, en 2 minutes, vous avez appris tous les ismes de la terre. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt, à moins de vouloir réussir des tests de culture générale, hein. Si vous passez des concours de culture générale, bon, ça, il faudra le faire, hein. Bien évidemment, on vous demandera qui étaient les peintres impressionnistes. Alors, une litanie de noms de mecs. Qui étaient les peintres du romantisme, du fauvisme, du machin truc, etc., etc. Bon, là, oui. Alors là, évidemment, dans un cas comme ça, et, bon, comment dire, test de culture générale, il faudra le faire. Mais vous êtes étudiante à l'université et je pense qu'il faut essentiellement acquérir des connaissances transversales et du sens critique. Bon, fin de ce petit baratin. Donc la question, les 2 questions, bah même 3, je vous en ai posé 3, hein, dans ce cours. Donc le tableau de Delacroix, de la vidéo précédente, quel est son titre? Envoyez-moi un tableau de Titien. Alors, même chose, hein, le tableau, il peut faire, il est en 72 DPI, basse qualité, peu m'importe, hein, vous m'envoyez juste le titre, hein, où figure un petit épagnol que Titien affectionnait particulièrement, et résumez-moi entre 3 et 5 lignes la problématique des Guerrilla Girls. Voilà. Alors, à présent, je vais donc parler un petit peu du colorisme. C'est, disons, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous parler du colorisme et de la demi-teinte. Alors, au XVIe siècle, il y avait la fille du Tintoret, qu'on appelait la Tintoretta, mais comme je vous ai dit que l'art était organisé comme une agence et qu'une agence suppose une hiérarchie, les filles dans les ateliers étaient toujours maintenues dans le premier grade. Parce qu'on avait, disons, alors il faut que je me rappelle bien les grades, apprenti, compagnon et maître. Et les filles, on les maintenait dans le premier grade, c'est-à-dire elles ne pouvaient jamais devenir maîtres.
à moins de circonstances exceptionnelles. Il y en a quelques-unes qui ont réussi à bénéficier de ces circonstances exceptionnelles. Ça n'a pas été le cas de la Tintoretta qui a réalisé en fait tous les tableaux de Tintoret et avant sa mort, à l'âge de 36 ans, elle est morte en couches. À l'époque, on mourait, très facilement en tant que femme, du fait d'avoir des enfants. Enfin bon, disons qu'il y a énormément de peintres femmes qui sont mortes, comme ça et ça a énormément écourté leur carrière comme vous le pensez. Alors dans le cas de la Tintoretta, c'est assez intéressant parce qu'elle était à la fois reconnue comme faisant les tableaux de Tintoret et ayant une très, très grande qualité. On l'appelait quand même la Tintoretta, c'est-à-dire elle était reconnue, dans son travail. Elle s'appelait Maria Robusti, elle était, vous voyez comme c'est curieux, elle était reconnue, mais il était évident que les tableaux n'étaient pas signés par elle, mais par le Tintoret et il s'est passé un truc terrible, c'est que quand elle est morte, la qualité des tableaux du Tintoret a énormément baissé naturellement. Alors les historiens de l'art canonique, je sais pas, Gombrich et tous ces abrutis, ils sont allés de leur petit laïus pleurard en disant: «Ah pauvre Tintoret, il avait perdu sa fille, c'est tellement affreux, il a tellement souffert qu'il est devenu un mauvais peintre, et oui, tout s'explique». Bon ben non, hein, il avait perdu, un très bon agent, enfin quelqu'un de très, de très solide en peinture, quelqu'un de très brillant et du coup, bon ben, il avait perdu, comment dire? Sa meilleure alliée et voilà. Alors peut-être il était triste, hein, je veux bien l'admettre, mais il avait surtout perdu un membre de son atelier extrêmement important et qui étant fille, n'était pas en mesure de réclamer grand-chose au point de vue reconnaissance. Alors, ça peut pouvoir paraître bizarre ce truc-là, mais moi dans les années, 1990, j'ai encore vu la même chose. J'étais dans une charcuterie et il y avait un panneau où il y avait écrit, Monsieur X, champion du saucisson, je ne sais plus quoi, bon et la charcutière m'a dit: «Regardez, c'est merveilleux, nous avons gagné le concours». Et en fait, elle ne voulait pas être reconnue, elle, en tant que charcutière, c'était son mec, naturellement, qui avait droit à la palme. Donc il y a des tas de femmes comme ça qui acceptent encore aujourd'hui, un peu comme la Tintoretta l'avait accepté. Pourquoi elles acceptent ça? Par tradition, par indifférence, enfin, par inattention, par négligence, par habitude, pour des tas de raisons comme ça, de ne pas être, mises à l'égalité des hommes, dans la réussite et de ne pas être reconnues, couronnées en quelque sorte pour leur travail. Donc c'est quelque chose, si ça vous étonne de la part de la Tintoretta d'être à la fois très, très appréciée, très reconnue, les gens la trouvant merveilleuse et cetera et le fait qu'elle n'avait droit à aucune reconnaissance officielle, et ben, c'est des phénomènes qui existent toujours et pensez d'ailleurs aux agences de publicité actuelles. Si vous êtes une graphiste dans une agence et que vous faites un travail, ce travail n'est pas crédité à vous, mais à l'agence. C'est-à-dire que ça existe encore, ce système. Donc ça n'a rien de surprenant, si vous voulez, que ce soit ça la Tintoretta. Alors pourquoi je vous parle de la Tintoretta? À cause de sa manière de faire éclater les tons clairs et de les faire surgir. Donc si vous regardez un tableau de la Tintoretta, vous verrez tout à fait ce qu'il y a ou Tintoret, hein, vous regardez Tintoret avant sa mort, hein. En fait, le pivot, c'est la mort de la Tintoretta. Ça se voit tout de suite, hein. Vous voyez, si un tableau est bien, c'est qu'elle était encore vivante et si c'est moche, c'est qu'elle était morte, hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc finalement, le colorisme apparaît ici comme une couleur au service du contraste ombre et lumière. Et les travaux de la Tintoretta font ainsi éclater, en quelque sorte, les tons clairs en les faisant surgir à partir de tons foncés. Mais ce n'est pas l'idée que c'est clair et foncé, c'est l'idée que c'est lumineux et sombre. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est la lumière. Et c'est la même chose qui apparaît chez les peintres du XVIIe siècle. On va peut-être prendre l'exemple de Rubens. Dans ses descentes de croix, par exemple, vous avez un Christ livide et lumineux et derrière tout est sombre. Enfin, il y a énormément de choses comme ça, vous voyez, de jeux de couleurs qui sont en fait des jeux de lumière. Et dans la lividité, c'est assez frappant. Le tableau de la croix que je vous ai mis comme vignette de la première vidéo, il y a quelque chose de l'ordre du livide. La mer, cette mer bizarre d'un jaune, oh, c'est un vert à la fois froid, livide, enfin,
quelque chose qui fait froid dans le dos en quelque sorte et ça, c'est typique de ces peintres que j'appelle peintres de la demi-teinte. Donc les exemples que j'ai pris, Tintoretta, Rubens, Delacroix, et cetera. Le côté livide. Il y a un autre tableau de Delacroix, c'est son premier, hein. Enfin son premier, c'est pas son premier, mais son premier qui a eu, disons, un article dans un journal, enfin qui a commencé, disons, à marcher un peu. C'était en 1822, la barque de Dante. Vous avez, un éclat rouge du chapeau de Dante ou de Virgile. Non, c'est Dante qui a ce chapeau qui était typique de l'habillement, des hommes à l'époque en Italie. Enfin, vous voyez, une sorte de coiffure, hein, bon. Et vous avez l'opposition entre ce rouge qui est comme un éclat sanglant, presque froid. Quand on dit qu'il y a des couleurs froides et des couleurs chaudes, c'est idiot. Un rouge peut être froid, la preuve. Et puis la lividité infinie, de la mer, c'est pas la mer, enfin du fleuve, des enfers, sur lesquels Dante et Virgile traversent en barque. Donc la barque de Dante, c'est une allusion à, naturellement, la Divine Comédie de Dante, dans lequel Dante se fait conduire par Virgile, le poète latin Virgile, à travers, les enfers. C'est, comme on dit maintenant, du crossover, hein. Quand on récupère un truc qui a bien marché, donc Virgile, pour le mettre dans une œuvre différente et l'associer à un autre personnage. Vous voyez, bon, c'est un peu insolent ce que je raconte, mais en fait, c'est quand même ça, hein. Dans la Divine Comédie, un des personnages, c'est Virgile. L'autre, c'est Dante, lui-même, hein, qui s'incarne, dans sa Divine Comédie, mais enfin, il va chercher Virgile, qui appartient à une époque totalement différente, hein, comme vous le savez. Alors donc, pour conclure sur ce petit passage, et je vais passer ensuite à la vidéo numéro 3. Ce n'est pas un hasard si Delacroix invoque l'autorité de Titien et de Rubens, et parfois aussi de Véronèse, parce que ces peintres sont les garants de son engagement coloriste. Et ça, c'est étonnant parce que, si Delacroix aime Rubens et qu'il est ardent lecteur d'un certain Roger de Pile dont on va parler plus tard, et s'il a toujours considéré Poussin comme un esprit classique froid et doctrinaire, c'est un engagement profond par rapport à cette histoire de couleur par opposition au dessin. Donc d'un côté, vous voyez comment se construisent, hein, les fils d'artistes, si j'ose dire, les mouvements, hein, donc Titien, Rubens, Delacroix, Véronèse, même combat, engagement coloriste, une tradition qui est à la fois plus sulfureuse que le dessin et qui en même temps, est tout à fait peu moins reconnue. Enfin, le dessin, c'est le roi absolu, le dessin, c'est le masculin, le supérieur, l'héroïsme, tout ce que vous voulez, alors que la couleur, c'est lié aux chairs, aux femmes, à quelque chose de genre qui n'est pas valorisé, vous voyez? Donc la question de genre, l'étude de la question de genre, l'opposition obsessionnelle masculin-féminin qui traduit nos sociétés binaires, hyper inconfortables pour tout le monde, il faut bien le dire. À cause de ça, bon, cette question de genre est fondamentale dans la structuration de l'histoire de l'art. Merci.